les collines avec ces villes au sommet entourées de leurs remparts, les cyprès, la couleur argentée des oliviers. Nous sommes à Arezzo. Une petite voiture de location essaye de se faufiler. Ils sont 4. Le père, la mère et puis les 2 garçons de 7 et 9 ans derrière. Il est midi. Bon, pour les vacances, ils font un petit tour d'Italie. Et leur ami, Miguel Otero Silva, leur a dit « Mais si vous passez par Arezzo, venez me voir. Je vous invite à déjeuner. » Il s'est offert un palais Renaissance, juste à côté d'Arezzo. Alors, dans leur petite voiture, ils essayent de trouver où est ce palais. Alors évidemment, c'est de l'autre côté de la ville. Vous connaissez ces petites villes de la Toscane, il y a des radars partout, on n'a pas le droit de passer par le centre, donc il faut contourner. Évidemment, les rues n'ont pas d'indication. Bref, entre les touristes qui envahissent les rues, personne ne sait où ils doivent aller. Ils arrivent enfin sur une petite route qui a l'air d'aller vaguement dans la direction qu'on leur a indiquée. Et là, un troupeau d'oies qui traverse. Enfin, heureusement, derrière le troupeau d'oies, il y a la bergère. La bergère, elle est du coin et elle sait où se trouve le palais de Miguel Otero Silva. Elle leur indique, et puis elle leur dit, mais vous n'allez quand même pas y coucher? Oh non, pas du tout, nous sommes juste invités à déjeuner. Ils continuent leur route et ils arrivent. Ah. Il est 2 heures de l'après-midi. La maison est magnifique. Vous savez, ces grandes bâtisses, tout en largeur, dans les couleurs ocre, avec les fenêtres ourlées de blanc. Et devant, une grande terrasse couverte d'un pampre de vigne, et puis des escaliers qui descendent, un petit jet d'eau. La table est mise sur la terrasse, on les attend pour déjeuner. Oh, Miguel aime ce qui est bon. Le repas est excellent. Ils se mettent à table et puis là on discute. Curieux, cette petite ville d'Arezzo, où tant d'hommes célèbres ont vécu. L'Arétin, Pétrarque, Della Francesca et les fameuses fresques de San Francesco. Mais, dit Miguel, le plus intéressant, c'est Ludovico. Ludovico, sans nom de famille, sans numéro. Ludovico, celui qui a construit le palais. Un homme de guerre, amateur d'art et de lettres, et qui un jour, dans un moment de folie, a poignardé sa dame, avec qui il avait fait l'amour juste avant. Et quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a excité après lui ses chiens de guerre qui l'ont dépecé. Et, ajoute Miguel, depuis, à minuit, il revient sur le lieu du drame. Miguel, c'est un romancier. Il a beaucoup d'imagination. Qui, à l'heure actuelle, croit encore aux fantômes? Par contre, les garçons là, de 7 et 9 ans, l'idée qu'ils pourraient peut-être voir un fantôme en chair et en os, si on peut dire pour un fantôme, ça leur plairait bien. Après le repas, la grappa. Puis, après un bon repas et la grappa, une petite sieste, c'est obligatoire. Après la sieste, on visite le palais. 80 pièces. Le rez-de-chaussée a été entièrement modernisé par les propriétaires successifs.
y a une belle chambre, il y a un sauna, une chambre de gymnastique, des chambres d'amis, des salles de bain. Parfait. Le premier étage, on n'y a pas touché. Ce sont des chambres sans aucun style, avec du mobilier venu d'ici, de là. Sauf la dernière. La dernière, oh, c'est une merveille. C'est la chambre de Ludovico, telle qu'elle était 4 siècles auparavant, avec le lit à baldaquin, les rideaux, la courte pointe brodée d'or, où restent quand même quelques traces de sang séché. Devant le lit, la cheminée. Dans l'âtre, quelques bûches pétrifiées. Et au-dessus, dans un grand cadre doré, le portrait de Ludovico, avec un air pensif. Après la visite, il est 5 heures. On ne peut pas aller à Arezzo sans visiter au moins un peu la ville. Donc ils vont visiter Arezzo. À Arezzo, on s'arrête. On fait une petite passeggiata, on s'arrête pour prendre un cappuccino ou un petit peu de glace. Et après, quand il revient, la table est dressée pour le dîner. Les adultes se mettent à table. Les enfants, eux, prennent des lampes de poche et jouent à courir au fantôme. Après le fantôme, on les entend dévaler les escaliers et crier « Ludovico! Ludovico !» C'est les enfants qui ont eu l'idée. Quand ils sont descendus, ils ont dit « Mais est-ce qu'on pourrait rester pour dormir ?» C'est vrai que la journée avait été fatigante. Miguel leur a dit « Mais bien sûr, restez, on a des chambres d'amis. » Ils ont dit oui. Oh, ils se sont couchés dans une chambre tout à fait moderne. Il y avait la chambre contiguë où dormaient les enfants. L'homme a entendu sonner les 12 coups de minuit et il s'est endormi. Très bien dormi. Le matin, vers les 7 heures, quand il s'est réveillé, sa femme dormait à côté de lui. Et puis, un grand soleil, mais en face de lui, il y avait une cheminée avec des bûches pétrifiées. Et au-dessus de la cheminée, le grand cadre doré, d'où Ludovico le regardait d'un air un peu sarcastique. Ils étaient couchés tous les deux dans les draps encore chauds et poisseux du sang des 2 amants. Tourne, ma sœur, tourne les draps. Regarde, ma sœur, encore une histoire, encore une histoire. Il était descendu du train en provenance de Paris, dans la petite gare de Landivisio. En sortant de la gare, il s'est tout de suite senti dépaysé. Les maisons en pans de bois, certaines avec des toits de chaume, et puis les gens dans la rue avec leurs costumes traditionnels. Et c'était surtout cette langue gutturale, ce breton. Il avait faim, Benjamin de la Tour. Alors il s'est dirigé vers l'auberge qui était juste en face de la gare. Puis il s'est installé, il a commandé un repas. Oh, les hôtes, dans
dans la salle étaient silencieux. Et ils avaient le visage penché sur leur assiette. Personne ne parlait. Lorsqu'il a terminé son repas, il a demandé à l'aubergiste s'il pouvait avoir une voiture pour l'emmener au manoir de Kerentec. L'aubergiste l'a regardé, sans dire un mot. Et les autres ont encore baissé la tête plus bas. Étonné, il a reposé la question: où je pourrais trouver une voiture pour m'emmener au manoir de Kerentec. Alors il y a un grand gaillard qui s'est levé, blond, des beaux yeux bleus. Ah! On voit bien que vous n'êtes pas d'ici, vous. Ici, la nuit n'appartient pas aux vivants. Ici, monsieur, on ne sort pas la nuit. Benjamin de la Tour était bien étonné. Il faisait beau, il y avait une belle lune. Oh, le manoir de Kerentec est à 10 km, alors il a pris son petit bagage qui n'était pas lourd. Oh, 10 km, je ne vais pas mettre longtemps. Alors il est sorti de l'auberge et il a pris la direction du manoir de Kerentec. Il savait la direction puisque Jocelyne, dans ses lettres, lui avait décrit la petite ville et lui avait tout bien expliqué. Alors il a commencé à marcher. Et dans sa tête, il y avait Jocelyne. Jocelyne était là. Ah, il l'avait rencontrée chez des amis communs. Et lorsqu'il l'avait aperçue pour la première fois, elle était assise sur une bergère. Il la voyait de profil, voyait son joli petit nez droit, et puis son épaisse chevelure qui était prise dans un filet argenté. Voilà une conquête. Et lorsque Jocelyne a tourné la tête et l'a regardé avec ses grands yeux bleus innocents, c'est lui qui a été conquis. Il a fait sa connaissance et malheureusement Jocelyne repartait le lendemain dans sa Bretagne. Alors ils se sont écrits pendant plusieurs mois. Et là, ils ont appris à se connaître. Et voilà pourquoi il était là ce soir, sur cette route en direction du manoir de Kerentec. Monsieur de Kerentec l'avait invité pour une semaine. Tout en marchant et en pensant à Jocelyne, il a entendu un grincement des cieux et un galop de chevaux. Alors il s'est retourné et il a vu arriver un équipage lancé à toute allure. Alors il a levé les bras, il s'est mis au milieu de la route, mais il a eu à peine le temps de sauter sur le côté que l'équipage est passé à une vitesse incroyable. Alors il a poussé un juron et là, l'équipage s'est arrêté net, surpris. Un équipage lancé à cette allure aurait dû mettre 100 mètres pour s'arrêter. Alors il s'est avancé. Oh, c'était un drôle d'équipage. Les chevaux étaient en flèche, un à l'avant et deux à l'arrière. Ils étaient avec une belle robe blanche et la crinière était toute noire. Assis à l'arrière des deux chevaux, il y avait deux hommes, droits. Et celui qui tenait les rênes de l'équipage était appuyé contre la ridelle. Il regardait devant lui sans bouger. Il était tout habillé de noir, le col relevé et un chapeau mou cachant son visage.
et derrière, il y avait une charrette, tout en longueur. Benjamin s'est glissé. Est-ce que vous pouvez me déposer au manoir de Kerentec? Pas de réponse. Elle avait là reposé la question. Et comme l'équipage ne bougeait pas, ben, il est allé vers l'arrière et il s'est assis sur la carriole. Et l'équipage, au galop, est reparti aussitôt. Il a juste eu à peine le temps de se retenir pour ne pas tomber. Et c'est alors qu'une odeur est montée de cette carriole. C'était, vous savez, cet humus, cette odeur de feuilles mortes, mais très putrifiées. Alors il a tourné la tête, et là il a vu une forme allongée. Il s'est étonné. Comment quelqu'un pouvait rester là sans bouger, alors que lui, il avait à peine du mal à se tenir. Et puis, l'équipage a fait un virage à toute allure, et 100 mètres plus loin, s'est arrêté net. Ils étaient dans la cour d'une ferme. Les deux hommes qui étaient à l'arrière sur les chevaux sont descendus et se sont mis à courir vers la ferme. Alors Benjamin a regardé et il pouvait voir des lumières à travers la petite fenêtre. Et il pouvait voir, allongée sur un lit, une femme. Et autour d'elle, plusieurs personnes. Les deux hommes qui étaient assis sur les chevaux ont ouvert la porte. L'un a pris la vieille femme par les pieds, l'autre par les épaules. Ils l'ont transportée en courant et l'ont jetée sur la charrette. Mais elle était toujours là dans la chambre. Et elle était là aussi. Benjamin était pétrifié. Et puis, elle est partie au grand galop. Oh, elle a peut-être avancé 3 ou 4 kilomètres. Puis elle s'est arrêtée. Et celui qui tenait les rênes lui a dit de descendre, qu'il passerait au manoir de Kerentec dans 2 jours, pour la demoiselle. Benjamin ne savait plus quoi faire. Il était là. Et l'équipage est parti au grand galop. Il a regardé autour de lui. Ses jambes tremblaient. Il a avisé des lumières au loin. Alors il a marché vers ces lumières. Et il a tapé. Oh, il a bien entendu qu'on remuait dans la pièce, mais personne ne lui a ouvert. Alors il a fait plusieurs portes comme ça, dans le village. Et à la dernière, « Je vous en prie, ne me laissez pas à la nuit !» Alors doucement, la porte s'est entrouverte. Il y avait là un homme avec une bougie à la main. Et il était blafard. Benjamin est rentré dans la petite salle basse. Il y avait là aussi une femme. Et elle lui a offert un bol. Oh, il l'a bu d'un coup sec. L'alcool lui a brûlé la gorge, mais il l'a bu. Ah, dit l'homme. C'est bien ce qu'il nous semblait avoir entendu. Vous avez rencontré le serviteur de la mort.
Ici, on l'appelle l'encou. Benjamin n'avait jamais entendu parler de l'encou. Alors, il a expliqué ce qui lui était arrivé, mais surtout, il a dit, mais l'encou a dit que dans 2 jours, il passerait au manoir de Kerentec pour la demoiselle. Oh, a dit la femme. La jolie demoiselle, la jolie Jocelyne. Oh, quel malheur. Oh. Alors Benjamin, il était là, il tremblait de tous ses membres. Jocelyne. Et puis, ils l'ont invité à s'asseoir au coin du feu. Oh, il n'a pas dormi de la nuit. Il a imaginé dans sa tête ce qu'il pourrait faire pour Jocelyne. Au petit matin, après avoir bu un bol de café, il a repris la route vers Kerentec. Lorsqu'il a tapé à la porte du manoir, on a été étonné de le voir, là, avec son bagage, à pied, le vêtement fripé. On avait envoyé une voiture à la gare pour aller le chercher. On l'a introduit dans le salon et il allait donner une explication à monsieur le comte lorsque la porte s'est ouverte. Et Jocelyne, dans sa jolie robe à fleurs, toute fraîche, toute rayonnante, est venue vers lui. Il l'a pris dans ses bras, il l'a serré fort. Au déjeuner, il a dit qu'il s'excusait auprès de monsieur le comte, mais qu'il ne pouvait pas rester. Il fallait qu'il rentre à Paris le soir même, et s'il le permettait, qu'il emmène Jocelyne, parce que sa mère voulait connaître Jocelyne. Elle partait prendre les eaux pour plusieurs mois. Monsieur le comte, qui était de la vieille école, s'est étonné. Il avait invité le jeune homme pour une semaine. Alors, son épouse a mis sa main sur son bras et lui a dit « Laisse faire ». Et en fin d'après-midi, Jocelyne et Benjamin ont repris le train en direction de Paris. Le lendemain matin, lorsqu'ils sont arrivés à Paris, il a présenté Jocelyne à sa mère, qui était très étonnée de le voir revenir avec Jocelyne, mais il n'a donné aucune explication. Et au dîner, le soir, « Mère, je vais présenter Jocelyne à des amis. » Et ils sont partis dans un fiacre. L'après-midi, Benjamin avait été chez un ami et il lui avait demandé s'il pouvait lui prêter sa petite chambre qu'il avait là, rue Saint-Louis. Et son ami, avec un grand sourire, lui avait dit « Oui, bien sûr, je peux te prêter ma chambre, sans souci. » Et c'est là qu'il a emmené Jocelyne. Il voulait rester toute la nuit auprès de Jocelyne. Cela n'aurait pas été décent de rester avec Jocelyne chez sa mère, mais il voulait être près d'elle, car c'était cette nuit. Alors ils sont arrivés dans l'île Saint-Louis et ils sont montés au 6e étage dans la petite chambre. Jocelyne était très étonnée, elle pensait rencontrer des amis, et la voilà, là, dans une chambre. Il n'a même pas voulu allumer une bougie, rien. Il a tâté pour trouver un canapé, et puis il lui a dit « Assieds-toi là. N'aie pas peur, je t'expliquerai. » Alors la jeune fille s'est assise. Il a commencé à lui dire des projets d'avenir, à lui parler de leur avenir. Et de fil en aiguille, ils ont passé
la moitié de la nuit comme ça, à parler, à se connaître mieux. Et elle s'est endormie, elle a penché sa tête sur son épaule. Et lui, il attendait que la nuit finisse. Il voulait que le jour soit là au plus vite. Et c'est alors qu'il a entendu le grincement des essieux et des galops. Alors il s'est levé. Jocelyne a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors il a tâté tous les murs de la chambre. Là, il est tombé sur un placard. Alors, il a ouvert le placard, il a pris la main de Jocelyne. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Et il l'a poussé dans le placard, il a fermé les portes. Et puis il s'est reculé, il s'est adossé à la porte de la chambre. Le messieurs et les chevaux galoper, partir au loin. Il a poussé un soupir de soulagement. Il est allé vers le placard. Il a ouvert le placard. Il n'y avait que la nuit devant lui. Il a penché sa tête. Et là, 6 étages plus loin, le corps de Jocelyne. Encore une histoire. Pour les Inuits de Groenland, Grand Corbeau est le créateur du monde. Il se présente tantôt comme un oiseau et tantôt comme un homme. Quand la création a été finie, Grand Corbeau il a voulu s'approcher de ce qu'il avait créé. Son cœur débordait d'amour pour les hommes et pour les animaux. Alors un matin avant que le soleil se lève, il a pris une barque et, aidé de ses ailes, il a commencé à voguer sur la mer Blanche. Là-bas au loin, il a vu un point noir. Il s'est approché. C'était une baleine. Grand Corbeau, il a fait le tour de la baleine plusieurs fois pour l'observer. Et quand la baleine a bâillé, il a accroché un de ses fanons sa barque et toujours aidé de ses ailes, il est rentré dans l'animal. Et il a traversé ainsi 7 estomacs. Soudain, il a entendu un bruit léger, très rythmé. Et il a vu, à la lumière d'une chandelle, une jeune fille qui dansait. Elle avait les poignets et les chevilles accrochées par des fines lanières aux côtes de la baleine. Grand Corbeau, il a vu cette jeune fille tellement belle, il est tombé amoureux d'elle. Il s'adresse à la jeune fille. Je ne savais pas que tu existais. Est-ce que tu veux venir avec moi, être ma femme? Je voudrais te montrer le monde. Il y a tellement de choses belles. La jeune fille a dit, je suis très honorée, mais vois-tu, je ne peux pas. Je suis le cœur et l'âme de cet animal. Je ne peux pas les quitter. Mais toi, si tu veux, tu peux rester ici avec moi et me tenir compagnie. Ça me ferait grand plaisir.
Alors, Grand Corbeau, il a décidé de regarder la jeune fille danser. Mais il a décidé de le faire en tant qu'homme. Alors, son bec s'est aplati et c'est une bouche d'homme qui est apparue sur un visage d'homme. Il a replié ses ailes sur son dos et c'est des bras d'homme qui sont apparus. Et il s'est assis et c'est des mains d'homme qui se sont appuyées sur ses cuisses. Et il a regardé la jeune fille danser. Quand la jeune fille dansait très très vite, la baleine descendait au plus profond de la mer. Quand sa danse devenait plus légère, la baleine nageait entre elle. Et quand finalement la jeune fille fatiguée s'est arrêtée, la baleine est restée sur la surface de l'eau. Alors, Grand Corbeau a oublié tout ce que la jeune fille lui avait dit et il s'est appris sa présence d'oiseau à nouveau et avec son bec, il a tailladé les cordelettes qui unissaient la jeune fille à la baleine. La jeune fille a crié, a hurlé, mais rien à faire. Grand Corbeau n'a pas entendu, il l'a pris entre ses ailes et il l'a traversé avec elle les 7 estomacs. Et quand la baleine a baillé, Grand Corbeau, il a sorti avec la jeune fille et il s'est envolé. Et plus il volait haut, plus la jeune fille devenait légère. Et quand il est arrivé au-dessus des nuages, la jeune fille avait disparu. Et Grand Corbeau s'est rendu compte, hélas trop tard, que tout ce qu'il avait créé, un jour, devait mourir. Et il a regardé la mer blanche et il a vu là-bas dans la grève le corps de la baleine échouée. Grand Corbeau, il est descendu jusqu'à la baleine, son cœur lourd de tristesse, et il s'est posé sur le dos de l'animal. Et là, Grand Corbeau, il a pleuré toutes les larmes de son corps, il a pleuré des jours, il a pleuré des semaines, il a pleuré des mois, une année peut-être. Et on dit que c'était les premières larmes du monde. Et quand Grand Corbeau, il a tout pleuré, toutes ses larmes, son cœur a été léger, alors il s'est mis à danser. Il a dansé son amour perdu. Il a dansé des semaines. Il a dansé des mois. Une année peut-être. Et on dit que c'est la première danse du monde pour célébrer la vie. Et après Grand Corbeau, il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chanter pour réveiller les morts et pour bercer les vivants. Il a chanté des jours. Il a chanté des semaines. Il a chanté des mois. Il a chanté une année peut-être. Et on dit que c'était le premier chant